Elle doit venir, il va faire pour lui aussi ma foi. He should step aside and let someone else lead. You can't keep ruling us by force forever. Let someone else prove what they can do. Il va faire pour lui aussi. Togo est en feu. Le peuple se soulève et le président vient de réécrire les règles pour rester au pouvoir pour toujours. Mais comment un seul homme a-t-il transformé une démocratie en dynastie du jour au lendemain? Découvrons-le. Ce n'est pas un discours qui a tout déclenché. Ce n'est pas un coup d'État. C'est un simple serment prononcé discrètement derrière les portes closes du Parlement, un instant que la majorité des citoyens n'ont même pas vécu en direct. Le 24 juin 2025, le président fort Gnassingbé s'est levé devant un parlement remanié et a prêté serment non pas en tant que président de la République, mais en tant que président du Conseil des ministres. Un titre méconnu du public, mais suffisant pour redessiner l'architecture politique du pays. Il n'y a eu ni rassemblement, ni référendum, ni vote populaire. Juste une signature, un coup de stylo, adopté rapidement par des députés fidèles au parti au pouvoir. La République a basculé et est devenue en droit une dynastie. Et c'est à ce moment-là que le silence a été brisé. 2 jours plus tard, le 26 juin, les rues de Lomé déferlaient pas d'eau, mais de colère. Pas de cérémonie, mais de défiance. La capitale, habituellement tranquille entre humidité et brise océanique, est devenue le foyer d'une révolte populaire. Des pneus sont partis en flammes. Des barricades improvisées se sont dressées. Des slogans en peinture rouge ont envahi les murs. On ne se couronne pas roi. Le changement a été rapide, presque anormal. Une ville longtemps docile s'est soudainement réveillée. C'était pas de la politique comme d'habitude. Le nouveau poste de président du Conseil des ministres, qu'occupe désormais Gnassingbé, est calqué sur les systèmes autoritaires. Centralisé, sans contrôle, hermétique à l'opinion publique. Pendant que la présidence, redevenue symbolique, était confiée à une autre figure pour feindre le changement, le vrai pouvoir se trouvait dans un conseil sans limite de mandat ouvrant la porte à un règne familial interminable. Pour beaucoup de Togolais, c'était pas un réarrangement légal, c'était un putsch. Le 26 juin au soir, des vidéos circulaient déjà, hommes et femmes, visages cachés sous des foulards, brandissaient des pancartes « Nous ne sommes pas des esclaves ». 60 ans d'un nom, Gnassingbé. À Naïé, bastion de l'opposition à Lomé, des étudiants ont arraché des panneaux à l'effigie du président. Dans d'autres quartiers, des rassemblements spontanés ont pris forme à la lueur des lampions, sans leadership clair, juste un sentiment de trahison partagée. Ce qui frappe, ce n'est pas la rapidité des manifestations, mais leur caractère spontané. Aucun parti politique ne les a orchestrés, aucune grève nationale prévue, aucun discours télévisé de l'opposition. C'était la colère brute d'une génération née sous le poids du nom Gnassingbé. Beaucoup d'entre eux n'étaient même pas nés quand son père dirigeait d'une main de fer avant 2005. Aujourd'hui adultes, ils en ont assez. La révolte ne s'est pas cantonnée à Lomé. Verissoun ont signalé des rassemblements à Sokodé et à Kapaliméville, jusqu'alors apolitiques, où la même rage grondait à l'unisson. Ce n'était plus l'affaire de la capitale uniquement, tout le pays tremblait. Pourtant, ce qui rendait le climat encore plus volatile, c'est ce qui ne s'est pas produit. Aucun discours présidentiel, aucune tentative d'explication, pas d'adresse à la nation, juste un silence assourdissant et un déploiement de force. Ce vide du dialogue a favorisé la méfiance. Était-ce prémédité? Les alliés internationaux étaient-ils au courant? Les parlementaires avaient-ils été achetés? Ni réponse, ni justification. Où étaient passées les garanties démocratiques? Pendant ce temps, les blindés défilaient dans les rues, à l'intérieur des foyers, les familles débattaient rejoindre le mouvement ou rester chez elles. Sur des apps chiffrées, les étudiants s'échangeaient cartes des zones sûres et contacts juridiques. Sur les réseaux, tant que l'Internet tenait, hashtags comme Stop le Conseil ou Passement de Président se sont mis à être en tendance. Un message vocal d'un manifestant est devenu viral avant la coupure. Il n'a pas pris le pouvoir. Il nous a volé notre avenir. Ce n'était pas une opposition à une loi. C'était un refus d'un héritage imposé. Et maintenant que l'étincelle a enflammé le pays, la question n'est plus de savoir si le peuple restera en colère, mais jusqu'où le régime est prêt à aller pour étouffer l'incendie. Les rues parlaient. Le régime, lui, ne répondait pas par des mots mais par la force. Dès les premières heures du 27 juin, le gouvernement togolais a déclenché un plan bien rodé.
Sauf que cette fois, il ne s'agissait pas simplement de disperser une foule. Il s'agissait d'anéantir un soulèvement avant qu'il ne prenne racine. Des camions militaires sont sortis des casernes autour de Lomé, pas des fourgons de police, pas des unités de maintien de l'ordre ordinaire, des véhicules blindés, équipés de caméras thermiques, escortés de brigades anti, émeutes formées à la répression urbaine. Ce n'était pas du maintien de l'ordre, c'était une occupation préventive. Leur premier objectif, Naillé, cœur historique de l'opposition. Les forces de sécurité y sont allées rue par rue, pas seulement pour disperser, mais pour entrer chez les gens sans mandat. Des habitants tirés de leur lit, des téléphones confisqués, des parents battus devant leurs enfants, les témoignages décrivent une campagne d'intimidation conçue pour paralyser des communautés entières, pas seulement des meneurs. Mais cela ne s'est pas arrêté à Lomé. À Kara, ironiquement la ville natale du président, la présence militaire a triplé en une nuit. Des checkpoints ont été érigés à chaque sortie, les transports publics ont été suspendus, les écoles ont fermé brutalement sous prétexte de mesures de sécurité. Le message était clair, si la rébellion est contagieuse, l'État allait confiner le pays. Mais pendant que les chars défilaient dehors, le régime agissait aussi à l'intérieur, dans les serveurs, les réseaux, les espaces numériques, ces derniers refuges des organisateurs. Le 28 juin, Internet a chuté brutalement sur la majeure partie du territoire. D'abord les données mobiles, puis le Wi-Fi, ensuite les SMS. Vers midi, les réseaux sociaux Facebook, WhatsApp, Telegram étaient quasiment inaccessibles. Le blackout numérique s'est abattu. Le gouvernement n'a fait aucune annonce officielle, mais des chercheurs en cybersécurité ont rapidement confirmé que l'origine venait des infrastructures contrôlées par l'État. Le blackout n'était pas une erreur, c'était une stratégie. Car en 2025, la révolution ne vit plus dans les caves, elle vit dans les groupes privés. Mais cette coupure n'a fait qu'amplifier la paranoïa. Sans info, les rumeurs ont envahi les rues. Certains parlaient de mercenaires étrangers, d'autres murmuraient des rafles massives. À chaque question sans réponse, la peur montait, et avec la peur, le silence. Des quartiers entiers, bruyant la veille, sont soudainement devenus muets. Pas par résignation, mais par précaution. On ne savait plus qui regardait. Et pourtant, le régime n'en est pas resté là. Des arrestations ont visé ceux qui possédaient seulement des affiches de protestation. Des vendeurs de rue arrêtés pour avoir des slogans antigouvernementaux sur leur téléphone. Des professeurs d'université convoqués par la police après avoir publié des critiques en ligne et qui n'en sont jamais sortis indemnes. Mais cette violence a aussi révélé une faiblesse. À vouloir écraser aussi fort, aussi vite, le régime a confirmé ce que les manifestants affirmaient. Ce n'était pas une réforme, mais une prise de pouvoir hostile. Ce n'était pas une démocratie, c'était une autocratie en robe légale. Le pouvoir voulait montrer sa force, mais ce qu'il a surtout révélé, c'est sa peur. Les médias internationaux ont commencé à relayer l'affaire, des images satellites ont révélé les mouvements militaires, des groupes de la diaspora ont lancé des campagnes en ligne, traduisant les vidéos et témoignages en français, anglais et allemand. Le blackout n'étouffait plus l'histoire, il l'amplifiait, même si les soldats bloquaient les routes physiques, le message de la protestation franchissait les frontières, la brutalité du régime a soulevé une autre question, qu'est-ce qu'il craint le plus? La perte du pouvoir? De la légitimité? Ou pire encore, la perte de la peur chez le peuple? Parce que quand un régime fondé sur le silence entend le rugissement des foules et se rend compte que le volume ne baisse pas, il comprend que quelque chose de plus profond est en jeu. Et maintenant que le gouvernement a choisi la répression plutôt que le dialogue, la force plutôt que le compromis, une nouvelle question s'impose au milieu des gaz lacrymogènes et des vitrines brisées. Si le peuple ne recule pas, jusqu'où le régime est-il prêt à aller pour tenir? Petit rappel, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo pour découvrir plus de récits sur la culture, l'histoire et l'identité noire. Quand le dernier nuage de gaz s'est dissipé, quand les bottes militaires ont quitté les rues, quelque chose de plus lourd que la fumée restait dans l'air, un règlement de compte longtemps différé, car la vraie question n'est pas pourquoi le peuple a protesté le 26 juin, c'est pourquoi cela n'est-il pas arrivé plus tôt. La crise togolaise ne naît pas en 2025. Elle est née dans les salons, où des diplômés au chômage contemplant des avenirs bloqués. Elle est née dans les marchés, où les maires n'ont plus les moyens d'acheter d'huile. Elle est née dans les villages, qui n'ont pas vu d'électricité depuis l'indépendance. La réforme constitutionnelle a peu être été l'étincelle, mais le carburant lui s'accumulait depuis des années.
Au cœur de cette frustration se cache une vérité simple. La dynastie a promis le progrès. Ce que le peuple a reçu, c'est l'immobilisme maquillé en stabilité. La croissance du PIB tourne autour de 5%, mais ces chiffres ne se ressentent pas dans les rues. Oui, des routes ont été construites. Oui, des immeubles ont surgi à Lomé. Mais demandez aux citoyens moyens, la richesse ne descend jamais. Elle reste coincée dans les ministères, dans les contrats gonflés, dans les mains de ceux qui ne font jamais la queue pour de l'essence. Les jeunes, surtout, ont été poussés à bout. Avec plus de 60% de la population togolaise âgée de moins de 25 ans, le pays repose sur une bombe démographique. Chaque année, des milliers de jeunes sortent diplômés pour se retrouver face à un marché du travail vide. Beaucoup finissent dans l'informel. Vendeurs de crédits téléphoniques, chauffeurs de mototaxi, serveurs sous-payés. Ce qui en découle, c'est un sentiment de trahison. La plupart de ces jeunes sont des victimes de deuxième génération. Leurs parents ont connu la dictature, les prisons secrètes, l'exil politique. Et maintenant, on attend d'eux qu'ils s'inclinent devant la même famille, sous un autre titre, mais avec le même script. Mais, contrairement à leurs parents, cette génération n'a pas peur des fantômes. Ils ont grandi avec l'Internet, ils savent ce que signifie la responsabilité politique, ils savent filmer les abus, mobiliser globalement, agir en réseau, et surtout, ils n'ont rien à perdre. C'est ce qui rend cette révolte différente des précédentes. Ce n'est pas dirigé par les vieux partis d'opposition. Ce n'est pas un mouvement avec un seul visage ou une idéologie unique. C'est une fatigue collective, transversale, généralisée. Du commerçant frustré à l'instituteur sous-payé, de l'élève de village à l'infirmière débordée, la douleur est universelle, donc la réponse l'est aussi. Et puis il y a la question de l'identité. Comment une nation peut-elle se reconnaître quand toute son histoire post-indépendance est accaparée par un seul nom? Pour beaucoup de Togolais, leur propre pays semble emprunter confié à une dynastie qui n'a jamais transmis le flambeau au peuple. Dans cette lumière, les manifestations ne sont pas seulement politiques, elles sont existentielles. Elles visent la dignité, la récupération de la souveraineté, l'appropriation du destin collectif, et n'oublions pas le poids psychologique. Vivre sous surveillance, censure, loi faite pour protéger le pouvoir russe d'une société. On ne rêve plus, on ne planifie plus, on vit au jour le jour. Pour beaucoup, descendre dans la rue n'était pas un choix politique. C'était un cri de survie, une libération mentale et émotionnelle. Même les aînés, autrefois silencieux ou complices, commencent à douter. Les leaders religieux appellent à la retenue, publiquement, mais en privé, ils compatissent avec les manifestants. Derrière les portes closes, la question n'est plus comment survivre à ça, mais jusqu'à quand doit-on faire semblant que c'est normal? Le régime contrôle peut être l'armée, les tribunaux, les médias publics, mais ce qu'il a perdu, c'est bien plus dangereux, la volonté du peuple de jouer le jeu. Et maintenant que ce barrage émotionnel a cédé, le vrai risque pour le régime, ce n'est plus la résistance. C'est un peuple qui n'a plus peur. Un peuple prêt à enterrer ceux qui l'écrasent. Les cris qui résonnent dans les rues de Lomé ne restent pas enfermés dans les frontières togolaises. Ils rebondissent à travers l'Afrique de l'Ouest, tombant comme des étincelles sur un sol déjà sec. Car même si les manifestations au Togo sont nationales, les tremblements qu'elles provoquent sont continentaux. Le Togo peut être petit, mais les questions qu'il impose à la scène mondiale sont immenses. Que signifie la démocratie dans une région dirigée par des généraux et des dynasties? Combien de temps des populations jeunes vont-elles tolérer des leaders qui traitent les constitutions comme des héritages familiaux? Et quand un peuple se soulève sans permission qui est là pour le soutenir, la région observe. Et certains transpirent. Dans les pays voisins, comme le Bénin, la Côte d'Ivoire ou le Cameroun, les élites au pouvoir observent attentivement. Ces trois nations ont déjà modifié ou contourné leurs limites de mandat ces dernières années. Des présidents comme Paul Biya ou Alassane Ouattara reconnaissent bien le manuel d'extension de pouvoir que vient d'utiliser le régime togolais parce qu'ils y ont eux-mêmes contribué. Maintenant, l'explosion togolaise menace de révéler la fragilité de ces régimes dits stables. Si un président dynastique peut être défié ouvertement après une simple signature discrète, qu'est-ce qui empêche une étincelle semblable à Abidjan, Yaoundé ou Cotonou? Car la psychologie de la répression est régionale. Et la peur de l'effondrement, elle aussi,
Mais cette vague ne déstabilise pas seulement les gouvernements. Elle donne de l'énergie aux citoyens. De Ghana au Sénégal, jusqu'au Niger, les réseaux sociaux ont explosé de messages de solidarité. Des militants partagent les vidéos des manifestations avec des hashtags comme « Révolte Togo », la dynastie Doit Tomber. L'Afrique est réveillée, c'est pas seulement de la sympathie, c'est de la reconnaissance. Les jeunes dans les rues de Lomé ressemblent à ceux de Dakar, Abuja, Bamako, frustrés, sous-employés, méprisés, mais déterminés. Le langage visuel de la révolte togolaise Pneus en feu, slogan peint à la bombe, point levé est devenu une langue régionale de la rébellion. Et dans une ère numérique, même un blackout ne peut l'étouffer. Les diasporas ont pris le relais. Elles partagent les images, traduisent les appels, interpellent les gouvernements étrangers, mais face à tout cela, le silence de l'Occident est assourdissant. L'Union européenne a publié un bref communiqué appelant à la retenue. L'Union africaine, fidèle à sa neutralité diplomatique, n'a rien dit de concret. Et la France, ancienne puissance tutélaire du Togo, évite soigneusement le sujet. Ce silence parle. Fort. Depuis des décennies, la France a gardé une influence discrète mais ferme sur les affaires togolaises, soutenant la dynastie Gnassingbé, en échange d'accès militaires, de partenariats économiques et de loyauté régionale. Et maintenant que la maison brûle, Paris semble plus inquiet de perdre ses alliés que de soutenir les aspirations du peuple. C'est pas seulement un échec moral, c'est une erreur stratégique. Car plus l'Occident soutient la stabilité par-dessus la souveraineté, plus il aliène les populations qu'il prétend protéger. Quand la jeunesse voit Macron serrer la main d'un autocrate, tout en ignorant les vidéos de civils frappés par des soldats, elle comprend le message « Votre souffrance est acceptable tant que votre régime joue selon nos règles. » Mais les régimes ne sont pas les seuls sous pression. Les institutions régionales comme la CEDEAO, déjà en crise de légitimité après les coups d'État au Mali, Burkina Faso, Niger et Guinée, se retrouvent piégées. Elles ont suspendu ces pays pour avoir violé l'ordre démocratique par les armes. Alors que dire d'un président élu qui modifie la constitution sans armes mais avec le même effet? Dénoncer fort Gnassingbé reviendrait à reconnaître que même les civils peuvent tuer la démocratie, mais rester silencieux confirme ce que beaucoup soupçonnent déjà. La CEDEAO se soucie plus des apparences que de la justice. Et puis, il y a un autre danger, les imitateurs. Si Gnassingbé survit à cette révolte et renforce son pouvoir, il crée un précédent inquiétant. D'autres leaders pourraient en prendre note. Pourquoi risquer un coup d'État quand on peut simplement réécrire la Constitution, changer de titre et régner légalement à vie? Le manuel de l'autocratie ne disparaît pas. Il s'adapte, mais il existe une autre voie. Et si ce qui se passe au Togo devenait un modèle pour les citoyens, un manuel pour affronter une tyrannie légale avec le pouvoir brut du peuple, et si les images de jeunes non armés, défiant des blindés, inspirent une région entière à résister plutôt qu'à se résigner, c'est là que réside la vraie volatilité de ce moment. C'est pas juste une révolte nationale, c'est un test régional de pouvoir, de peuple, de principe. Et vous, que pensez-vous? Le peuple va-t-il l'emporter? Ou le Togo sera-t-il à jamais enchaîné par cette règle? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche et rejoignez-nous dans notre mission de raconter les histoires que personne ne veut raconter. La culture noire, sa civilisation, son histoire, ses preuves, sa grandeur. Merci d'avoir regardé et on se retrouve sur cette nouvelle vidéo.